Peut-être certains parmi vous me reconnaissent-ils. Je suis le Suisse d'église, en charge de l'ordonnancement des cérémonies. Baptême, mariage, enterrement, procession. Je marche devant le cortège et gare à celui qui en trouble la bonne marche. Il pourrait recevoir un coup de ma lourde canne. Comme mon nom l'indique, je suis vraiment suisse. C'est le roi Louis XV qui a décidé d'envoyer les soldats suisses de son armée, lorsqu'ils étaient démobilisés pour invalidité, dans les paroisses de son royaume, en vue d'en assurer le gardiennage, la police et le service d'honneur, à la charge des paroissiens bien sûr. Mais c'était ça ou rentrer en Suisse sans le sou. Je porte toujours mes tenues du XVIIIe siècle. Redingote grise pour les jours ordinaires, habit rouge, comme aujourd'hui pour les grandes cérémonies. J'abandonne le tricorne après la Révolution pour suivre la mode et adopte le bicorne que coiffent nos gendarmes. Je peux porter l'épée, la hallebarde, par privilège royal. Après tout, je suis là pour assurer l'ordre. Après les guerres napoléoniennes, la fonction de Suisse va progressivement être confiée à des civils. Mais venons-en aux choses sérieuses. Je vous laisse entre les mains du père abbé, le responsable de notre belle abbaye. Bienvenue en notre abbaye bénédictine en ces temps de grâce 1117. Chers frères, chères sœurs, je suis donc Isabeau de l'Étoile, père abbé de l'abbaye et frère de Pierre de l'Étoile, qui vient de créer, tout près d'ici, l'abbaye de Foucault. Lorsque j'en ai pris la tête, l'abbaye abritait plus de 30 religieux et nos revenus étaient alors suffisamment importants pour envisager la construction de la nouvelle église dans laquelle vous êtes, qui est et qui restera une des plus grandes églises romanes de Touraine, avec une longueur totale de 30 toises, soit 57 de vos mètres, et une hauteur de nef de près de 9 toises, soit 17 mètres. C'est une hauteur qu'il est difficile de dépasser avec une voûte romane en berceau. Comme vous le voyez là-haut, cette voûte est extrêmement lourde et elle a tendance à appuyer sur les piliers et à les faire, on le voit ici, s'écarter. Pour y remédier et éviter l'effondrement, il a fallu tout de suite, à la construction, prévoir des arcs doubleaux. Ces arcs que nous voyons, qui s'appuient sur les piliers, ce sont des renforts, et on a fait la même chose dans les deux collatéraux. Ceci n'a pas été suffisant. Au fil des siècles, il a fallu rajouter des renforts extérieurs, des contreforts, et puis des arcs moutants.
Mais je ne suis pas très inquiet. Je suis sûr que cet édifice du XIIe siècle arrivera jusqu'au XXIe siècle encore debout. Preuve que nous ne construisons pas si mal. Il faudra l'apparition d'une nouvelle technique, que vous connaissez bien sûr. Nous sommes un roman et on va voir apparaître une nouvelle technique, la croisée d'ogives. C'est une révolution. Elle est déjà arrivée en France à notre époque, mais pas en Touraine. Nous sommes un petit peu loin des centres de décision. Grâce à elle, en allégeant le poids de la voûte, on va dépasser les 17 à 20 mètres qu'on pouvait faire avec des voûtes romanes, et on va atteindre 30 mètres, puis 40 mètres. Donc, la plus grande cathédrale du pays approchera des 50 mètres. Chers frères, chères sœurs, je vous donne rendez-vous dans quelques instants en mon logis pour vous parler de notre ordre des bénédictins. Je vais vous donner quelques informations pour le bon déroulement de notre visite nocturne. Notre groupe sera encadré par les gendarmes ici présents, dans leur tenue de 1885. Surtout, suivez bien leurs directives, car nous allons passer par des rues ouvertes à la circulation des calèches et autres diligences. Vous rencontrerez des personnages historiques. Écoutez-les bien, tout ce qu'ils vous diront, même si parfois cela peut paraître étonnant, est historiquement vrai. À une exception près, je vous laisse deviner laquelle. Nous serons accompagnés par les talentueux trouvères du Val-de-Claise qui interpréteront chant et musique du Moyen-Âge et de la Renaissance. Notre visite durera environ 1h30 et se terminera devant la poterne du château autour de spécialités régionales. Comme nous sommes nombreux, le groupe se divisera après le moulin en deux. Rassurez-vous, tout le monde verra l'ensemble du spectacle. Alors maintenant, vous allez me suivre, mais je vais vous montrer le chemin, donc en commençant par les premiers rangs, et les rangs suivants prendront le pas.
Nous voici maintenant au cœur de notre monastère, fondé par Effroy, baron de Preuilly, et son épouse Béatrix d'Issoudun, au passage de l'an 1000, une période de forte inquiétude pour le monde chrétien. Selon la règle édictée par saint Benoît, notre ordre vit retiré du monde. Le monastère est donc constitué de telle façon qu'on y trouve tout le nécessaire pour vivre. Des logis, ici le mien, au-dessus le dortoir des moines, qui surplombe la salle capitulaire de l'autre côté, le scriptorium à ce niveau, et le cloître qui commence ici et jusqu'à la fin du bâtiment de l'autre côté. Mais aussi de l'eau, un moulin comme vous pourrez le voir tout à l'heure, un jardin, des ateliers. Mais vous ne connaissez peut-être pas très bien notre ordre des bénédictins. Fondé au VIe siècle, il s'est propagé dans tout l'Occident depuis sa création. Le Royaume de France compte actuellement plus de 200 monastères et 20 000 prieurés. De mes frères, rien ne me distingue. Nous portons tous cette ample coule noire à capuchon qui nous a valu le surnom de frères noirs. Notre organisation est hiérarchique, avec à la tête du monastère moi-même, l'abbé, père spirituel de la communauté, élu par mes frères. Je suis assisté du prieur, des doyens, du célérier, l'économe dans votre langue, du camérier ou chambellan, chamberlain en anglais, enfin chambellan si vous préférez. Il est chargé des finances et des titres de propriété. Et le sacristain, qui veille sur les ciboires, calices et autres vases sacrés. Je suis soumis à des inspections par les visiteurs. Non pas le comte de Montmirail ni Jacouille la fripouille, non, non. Ils sont de notre époque, mais... Non, non. Les nôtres sont en mesure de me destituer si notre monastère ne respecte pas la règle de l'ordre. Mais vous en connaissez un, j'en suis sûr. Quelqu'un a une idée? Cherchez un peu. Guillaume de Baskerville, alias Sean Connery, dans Le Nom de la Rose. Vous savez, cette sombre histoire où les moines qui sont retrouvés morts ont le doigt attaché du noir. Mais je vous rassure, dans notre monastère, les affaires ne sont pas aussi noires que notre coule. Je vous propose maintenant de vous rendre dans une dépendance très très importante du monastère, le moulin banal, où l'un de mes successeurs vous décrira dans le détail la nature de nos ressources. Vous allez pouvoir suivre notre Suisse et les gendarmes qui vous mèneront à bon port. Je m'en allais chez mon voisin,
qui a dit ma femme est morte. Lui dit adieu de paradis, que la tienne fut enlaçante. Je ne mettrai plus d'eau en mon vin, celle qui me battait est morte. Je m'en allais en paradis, qui a dit ferme la porte, car si ma femme me revenait, je sentirais qu'elle n'est point morte. Eh bien, bonsoir, chers visiteurs, en cette année 1370. Oyez, oyez, chacun d'entre vous. Je suis Dame Griselda, l'épouse du maître meunier de ce grand moulin, dépendant de l'abbaye de Breuilly, à qui nous versons donc un droit de moulinage. Bien sûr, nous sommes des personnages importants, voire même incontournables, puisque tous les fermiers doivent faire moudre leurs grains ici, en payant une redevance appelée ban ou banalité, dont l'essentiel revient à l'abbaye. On nous dit riches, parce que nous aurions tendance à perdre un peu de farine en cours de route. Oh, si peu, si peu. Et certains affirment même, oh, que les meunières auraient la cuisse aussi légère que leur farine. Oh, 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 sottise que tout cela, sottise. N'oubliez pas que nous exerçons un métier dangereux. La farine, mélangée à la poussière, étant très inflammable. Oh, au feu, au feu, au feu, catastrophe. Et que dire de nos poumons avec cette farine? Ah, nous le méritons donc bien, notre petit pécule. Et tant pis pour les mauvaises langues et autres jaloux. Comme vous le savez certainement, pour faire un moulin, il faut construire un barrage sur une rivière pour retenir l'eau et en dévier une partie vers un canal appelé le Bief. Et ici, à Breuilly, nous avons deux biefs,
car notre moulin est très important. Un bief de ce côté-ci du moulin et un autre de l'autre côté du moulin. Chaque bief alimente une chute d'eau qui fait tourner la roue du moulin, entraînant le mécanisme de broyage constitué de deux meules, l'une fixe et l'autre mobile. Ces lourdes meules, faites de pierre tendre, le tuffeau de notre belle Touraine, ne dure que 2 ans. Il est inutile de vous dire que leur changement n'est pas des plus simples. À mon époque, au XIVe siècle, le grain ne passe qu'une fois entre les meules. De ce fait, la farine est extraite de façon très incomplète. Le reste part avec le son et constitue les issues considérées comme toxiques et réquisitionnées par l'abbaye pour nourrir leur porc. Bien dommage pour nos fermiers, mais bon, ce ne sont pas eux qui décident. Bien sûr, notre moulin va évoluer au cours des siècles qui nous séparent, vous et moi. Inutile de vous dire que celui que vous voyez n'a plus grande chose de son état d'origine. Que voulez-vous? Le modernisme est passé par là. Eh bien, au revoir, chers visiteurs du XXIe siècle. Je vous laisse en compagnie du Père Abbé, qui va continuer de vous parler de ce XIVe siècle. Lointain prédécesseur, ils ont beau de l'étoile. Je suis Don Guillaume, 29e abbé de ce monastère. Il a reçu de ses fondateurs de nombreuses terres mises en fermage. Aussi, il a bien vu se doter d'un moulin banal et d'un four banal pour transformer les récoltes de nos paysans. Dois-je vous rappeler que je détiens sur les terres de l'abbaye les mêmes droits seigneuriaux que le baron de Preuilly a sur les siennes. Haute et basse justice, collecte des redevances dues par les habitants et elles sont nombreuses. La taille, la dîme, 1/10 des récoltes que nous stockons dans notre grand jomoine tout près d'ici. Les corvées, 4 à 8 jours de travail dus par chaque homme. Depuis peu, la gabelle, vous savez, l'impôt sur le sel, et les banalités qui sont payées pendant le transit des marchandises par ce pont du moulin qui est le pont principal du village. Le mot banalité va rester dans votre langue d'ailleurs pour désigner quelque chose de très très commun, très habituel. L'abbaye... L'abbaye détient aussi le droit de pêche sur le cours de la Claise qui traverse ces terres. Vous imaginez bien que toutes ces taxes sont très lourdes à supporter par les paysans qui constituent 90% de la population. Mais il y a tout de même une contrepartie. Le seigneur, baron ou abbé doit protection contre tous les risques, les brigands, les troupes ennemies et assistance en cas de famine.
Ce système va fonctionner tant bien que mal pendant près de 2 siècles, alors même que les relations entre l'abbaye et le baron n'ont pas toujours été au beau fixe. Construire un moulin coûte très cher. Seul un seigneur ou une abbaye en a le moyen. Mais leur arrivée va constituer un formidable facteur de développement économique en libérant du temps de travail pour les travaux des champs. Las, les temps sont durs et Preuilly vient de connaître ces 20 dernières années une série de calamités. Vous allez en apprendre davantage tout à l'heure à la poterne du château. De même, un de mes successeurs va connaître de sérieux démêlés avec un certain baron, mais ça, c'est une autre histoire. Et elle vous a été contée, je crois, l'année dernière. Je vous propose maintenant de poursuivre votre visite. L'aventure vous attend là-bas, au coin de la rue. N'a qu'à boire toujours du bon et maintenir sa table pleine de cervelas et de jambon. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Le vin goûté par ce bon verre qui s'en rendit si bon garçon nous fait discourir sans grammaire et nous en savons sans leçon. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Le vin dont tous à la bonne heure pour nous émouvoir de rognon, et que celui d'entre nous meure qui dédiera son compagnon. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'homme du vendange et de taverne de sa nourrice enfla le sein, montrant qu'un sirop de taverne passe celui d'un médecin. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Je suis la mère Fougère, la
patronne de l'auberge de l'Écu. Heureuse de vous recevoir en ce 3 août 1750. Je vois que Parisiens là-bas, mais ils ont déjà fait le voyage l'année dernière. S'ils sont revenus, c'est bien que ma soupe était bonne, ou que la patronne leur a tapé dans l'œil. Allez donc savoir. Le temps qu'on dételle les chevaux, je vais vous donner des nouvelles de notre auberge. Des bonnes et des moins bonnes. Je vais commencer par les bonnes. J'ai pensé à votre délancement après ce long trajet sur des routes défoncées. J'ai installé un jeu de boules juste en face. Mais attention, ici on joue à cochonnette devant avec la boule franche en bois et ben ronde. Rien à voir avec cette boule mal foutue qui joue sur les bords de Loire. La boule de fort, comme ils disent. Et puis... Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah faut pas rire, hein. Et puis j'ai quelques jeux de cartes pour ceux qui veulent s'installer au frais avec une chopine de notre bon breton. Vous pourrez jouer au brelan, au piquet et au pharaon, jeu qui nous vient d'Italie. Et vous pourrez aussi pétuner. Vous voyez que chez nous, on est moderne. L'autre bonne nouvelle, c'est que chez nous, on ne vous empoisonne pas. Il paraît qu'ils ont ramené des Amériques des plantes bizarres aux fruits rouges qu'ils appellent des pommes d'or et que les sauvages d'Amérique appellent des tomatés. Et d'autres qui poussent sous terre qu'ils appellent des patates. Avec du poison, ben juste bon pour les bêtes, avec pas près d'en manger chez moi. La mauvaise nouvelle, c'est que le châtelain des Ormes a été nommé responsable des routes. Vous diriez ministre des Transports. Non, nous on dit surintendant. La petite Porclide est venue de faire monter dans son château un relais de poste, puis pas un petit, le plus grand de France, tout ça pour gagner de l'argent sur les gens qui vont de Paris à Bordeaux et en Espagne. Mais il avait juste oublié une chose, que la route Paris-Bordeaux passait par Loches. Eh bien, il a fait de ses pieds et de ses pattes pour détourner la route sur Tours, pour qu'elle descende aux Hommes, et pour plus tard on l'appellera la Nationale 10. Donc, adieu Loches et une partie de ma clientèle. Il y en a bien que pour les riches. Faudra pas vous étonner si un jour il y a la révolution dans ce pays. Ben assez bavassé. Il est temps d'aller souper. Le souper vous attend. Comme le four à pain à chauffer, vous aurez des fouets aux rillettes de Tours. Ah, ça va vous caler l'estomac. La nuit va être agitée. Et je vous rappelle que les petits coins, ils sont au fond de la cour. Bon, tout à l'heure, quand j'ai parlé de pétuner, j'en ai vu qu'ouvraient de grands yeux. Je me tournais vers les messieurs. Il y en a des messieurs, oui. Je me tournais vers les messieurs. Quand vous bourrez votre pipe d'Hermanico, c'est bien pour pétuner. Vous voyez bien que les jeunes, ils vont bien tout plus savoir parler cause français.
tout le monde se retrouve là. Bien, voilà des visiteurs que je n'attendais pas. Je vous souhaite le bonsoir en ce 3 août 1968. Mais n'espérez pas faire bon vent. Je n'ai pas eu le temps de rentrer les casiers de bouteilles. Les potes sont passés par ici et n'ont laissé que des cadavres. Regardez. Mais je vais commencer par le commencement et me présenter. Je suis Jean Grélot. Les vieux Pruyassiens me connaissent bien. Je suis natif de Preuilly et un des membres fondateurs du musée La Poterne, où nous allons tout à l'heure, avec mon ami Roger Lezeau. Nous voici ensemble, je suis assis à gauche. J'ai fait toute ma carrière à Paris, essentiellement aux Folies Bergères. Et ça m'a donné l'occasion de côtoyer et même de tutoyer Joséphine Baker. Regardez-la, elle va venir avec sa célèbre ceinture de banane. Mignonne, non? Mais ne nous racontons pas d'histoire. Si je suis un peu connu, c'est parce que j'ai un frère célèbre. En 1968, Jacques Grélot, le chansonnier du théâtre des Deux Ânes à Paris, que tous les Français écoutaient il y a quelques années avec ravissement le dimanche midi, commenter l'actualité avec à la TSF, comme on disait à l'époque, avec son comparse et beau-frère Robert Rocard. Écoutez-les. Savez-vous ce que c'est qu'un artabanisme? Ah oui, un artabanisme, c'est un lieu commun, une expression toute faite, bien pratique pour alimenter la conversation. Oui, la conversation des gens qui justement n'ont pas de conversation. Et artabanisme d'ailleurs vient de la locution fier comme Artaban. Voilà, alors le jeu consiste à illustrer un artabanisme au pied de la lettre et à le présenter ensuite avec prière de l'identifier à un esprit brillant. Oui. Vous avez compris la règle du jeu? Oui, oui. Voulez-vous que nous jouions maintenant? Vous avez un esprit brillant sous la main? Parfaitement. Vous? Vous me flattez. Mais non, pas du tout. Quand je dis Grélot est un esprit brillant, je l'approuve que dans la conversation, je n'ai pas recours aux idées toutes faites et aux lieux communs. Dire Grélot est un esprit brillant, c'est une chose qui ne viendra à l'esprit de personne. Je ne résiste pas au plaisir de vous les citer. Jacques d'abord, petite leçon de savoir-vivre. Arriver tous les jours au travail avec 1 heure de retard, c'est un signe de ponctualité. Ou bien Robert, comment devenir centenaire? Eh bien c'est très simple, il faut commencer jeune. Voisin de Bourgueil, Jean Carmé, qui est à la fois mon neveu et le gendre de Jacques. Sa gouaille tourangelle lui permet d'incarner comme personne le beauf franchouillard. Écoutez ces brèves de comptoir. D'abord, la seule arme qui m'intéresse, c'est le tire-bouchon. Ou bien, boire ou conduire, il faut choisir. On va tout de même pas rentrer à pied. Ou encore, je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin. Écoutez-le. On voit quand j'ai bu, on voit pas quand j'ai soif. Tu trouves ça normal, toi? Moi pas. Chaque jour, t'as 30 morts sur la route. Moi, je roulais sur le trottoir. Une plante carnivore peut pas être végétarienne. Ça, je le crois, moi. Sûrement, quoi. Non, c'est sûr, c'est... Non. L'alcool aide à dire des conneries. Et non, qu'est-ce que tu crois? On se tairait. Et puis, Jean Carmé a lui aussi invité ses potes, à commencer par Gérard Depardieu. Mais n'anticipons pas, en cette année 1968, c'est encore un galopin de Châteauroux. Russe? Russe? J'ai entendu russe? Mais non, Berrichon, tout simplement. Vous connaissez mal votre géographie. Qui fait les 400 coups jusqu'à ce que le cinéma ne lui ouvre les portes de la gloire.
Inutile de vous dire que quand les Parisiens s'annoncent, il faut faire rentrer le pinard. Que du finon et du bon pour ces messieurs. Je vais le chercher chez Gégène de Serre à Cravant-les-Coteaux, un viticulteur que m'a fait connaître mon garagiste, le jeune Robert Davot, qui habite juste en face, et je crois bien qu'il est là d'ailleurs. Voilà. L'ambiance est alors chaude dans le quartier. Mais il ne faut pas que je vous retienne. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut vous parler d'un vieil ami et voisin que nous avons bien connu avec... Qui a produit près de 3500 œuvres au cours de sa longue carrière. Celles-ci sont dispersées aux 4 coins du monde, spécialement aux États-Unis. Et remontons le temps. Nous sommes maintenant en 1947. Regardez, me voici toute jeunette, devant la maison de la rue de la Bernière avec mon canard. Je viens de rejoindre Jean et Ismery, qui se sont installés ici au moment de la guerre. Pourquoi ici? Tout simplement parce qu'Ismery est la fille d'une personnalité locale, Madame Coutu, confiseuse, dont les berlingots ont fait la renommée. Jean a commencé sa carrière avant la Grande Guerre à Montmartre, où il a fréquenté, autour du célèbre bateau Lavoir, que vous voyez ici, des inconnus qui allaient devenir des célébrités, comme Guillaume Apollinaire, Marc Jacob, Derain, Braque et Picasso, son parrain en peinture. Il a d'ailleurs exposé pour la première fois en 1914. Mais vous connaissez mieux, j'en suis sûr, son frère, Raoul, célèbre représentant du fauvisme. En 1936, Jean a aidé son frère à réaliser un gigantesque tableau sur la fée électricité. Que voici. Plus de 600 mètres carrés. Un record du monde à l'époque. Raoul en avait reçu la commande pour l'exposition universelle en 1937 et cette œuvre a connu un grand succès. Alors, Jean a continué sa carrière de son côté et a touché à beaucoup de sujets. La vie et les vues de Paris. Les ports. Les paysages de France ou d'ailleurs. Le spectacle sous toutes ses formes. Les bouquets. Son bleu intense dit Jean Dufy est bien connu, regardez-le. Il a aussi obtenu la médaille d'or de l'exposition des arts décoratifs de 1925 pour le thème Château de France, illustrant des services de porcelaine de chez Avilan. Arrivé à Pouilly, il en a profité pour peindre le bourg, comme ici, ou la campagne, alentour et les travaux de champ. Mais il travaille dans la pièce du bas, beaucoup trop sombre, et va partir à Bousset prochainement. Il y a trouvé une maison plus adaptée à son travail d'atelier, là où je vais le suivre. Heureusement, son œuvre va rester accessible grâce à Jacques Bailly, qui tient une galerie à Paris. Alors, tapez Jean Dufy. Sur ce truc bizarre, que vous appelez, je crois, iPhone, vous verrez. Mais je bavarde, je crois que d'autres personnages vous attendent, et bonne visite à tous. Je ne vous dirai, il est un homme en nos villes qui de sa femme est jaloux. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est
cocu du tout. Et la la la, je ne l'ose dire. La la la, je ne vous dirai. Et la la la, je ne vous dirai. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est cocu du tout. Il apresse et s'il amène au marché, s'en va à tout. Et la la la, je ne l'ose dire. La la la, je ne vous dirai. Et la la la, je ne vous dirai. Enfin là de ce supplice, le pauvre homme se pendit, mais sa femme Alice chez Lucifer le suivit. Et la la la, je ne l'ose dire. La la la, je ne vous dirai. Et la la la, je ne vous dirai. La morale de cette histoire, c'est qu'avant de se marier, il faut savoir le jour même que c'est pour l'éternité. Et la la la, je ne l'ose dire. La la la, je ne vous dirai. Et la la la, je ne vous dirai. Bravo. Ben dites donc, la Toinette, vous avez vu tous ces gens sur la place de Lumio? De leurs mots, comme ils diront plus tard. Il paraît que c'est des redingotes jaunes qui vont prendre le coche chez la mère Fougère pour porter leur cahier de doléances au roi à Paris. Vous m'en direz tant, la mère Michel, au roi, rien que ça. Et pourquoi pas au pape? Je vous garantis qu'ils vont être bien reçus là-haut. Même nous, les paysannes du fin fond de la Touraine. On sait bien que la cassette royale est encore plus vite que notre garde-manger. Dame, c'est que la taille, la gabelle ou les aides, la TVA, comme ils diront plus tard quand ils parleront plus que par des sigles, ils savent bien nous les faire payer. Et nos écus, une fois arrivés à Paris, ils y restent. Et ils sont vite engloutis par nos seigneurs en costume de soie. On m'a dit que les redingotes jaunes voulaient demander des tabellions ou des écrivains publics pour les aider avec toute la paperasserie royale qui est tellement compliquée qu'elle en ferait perdre son latin à monsieur le curé. Moi, je dis que c'est une bonne idée, mon bonhomme. Eh ben, ils se rongent les sangs à chaque fois que l'agent du fils pointe son nez. Bah, trop souvent à notre goût. Il y en a même qui voudraient qu'on les instruise pour qu'ils puissent se défendre tout seuls. Et là, je dis non. Car quand ils auront de l'instruction, ils fileront à faire les beaux à la ville. Et qui s'occupera des labours, des récoltes et des bêtes? Rien que des feignants que ça va faire. Peut-être, mais quand on sait compter et écrire, on se fait pas rouler dans la farine par la meunière. Et qui sait, on pourrait même rouler le fisc. En attendant, on aimerait bien voir revenir un peu ici nos bons écus, sonnants et trébuchants, qui filent à Paris. Il paraît que Nostradamus a prédit que tout serait réglé en l'an 2019. Drôle de date. En tout cas, ils auront pas de la chance en ce temps-là. Parce que vous y croyez, vous, faribole de Nostradamus? Eh ben, moi, pas. Et puis, en 2000 quelque chose, ça vous fera plus ni chaud ni froid. Mais allez donc là-haut à la poterne. Je crois qu'il y a 2 gars qui vous attendent pour vous parler du Brexit. Eh ben oui, c'est comme ça qu'ils disent les Anglais quand ils nous quittent. Et vous verrez, ça sera pas quelque chose de simple.
C'est un peu léger, quoi. C'est un peu sombre, enfin bon. On verra peut-être plus du mal. Non, c'est que ça m'écarte. Bravo. Come here, you vassals, peasants and servants, in this year of our Lord, 1369. Approchez vos vassaux manonceurs dans cet an de grâce 1369. I am the very famous Black Prince, Prince of Wales, Prince of Aquitaine, son of our great King Edward III of England. May God bless him. Je suis le très fameux prince noir, prince de Galles, prince d'Aquitaine, fils de notre grand roi Edward III de l'Angleterre. Que Dieu le bénisse. For more than 10 years I've been battling in France to protect our English lands against the claims of the King of France. Voici plus de 10 ans que j'ai guerroyé en France pour défendre les terres anglaises contre les prétentions de le roi de France. N'écoutez pas l'Anglois qui est venu semer la désolation dans notre douce France. Je suis, oui je suis, Bertrand du Guesclin, connétable de France par la grâce de notre bon roi Charles V.
Il m'a appelé de Bretagne pour venir l'aider à reprendre les terres que nous avons dû abandonner suite à la bataille de Poitiers, à quelques lieues d'ici, et la cruelle défaite subie par l'armée françoise. Nous avons perdu une bataille, certes, mais que je sache, nous n'avons pas encore perdu la guerre, cette terrible guerre que vous appellerez la guerre de 100 ans. La guerre n'est pas peut-être perdue, mais elle est bien mal engagée pour vous, monsieur le connétable. Après mes 2 chevauchées victorieuses aux traverses du pays, j'ai donné un autre loi, non seulement en Aquitaine, mais aussi le Poitou, le Berry et la Satonge. Sans oublier le rançon de 3 millions d'écus d'or, soit 3 000 de vos euros qui devaient nous verser le roi de France, Jean le Bon, que j'ai fait prisonnier aux batailles de Poitiers. Les châteaux de Pré et de la Roche-de-Posay qui se dressaient sur mon route, ils ont conquis en nos luttes. And where were you during this time? On holiday in Spain, I was told. Et où étais là pendant le temps-là? En vacances en Espagne, m'a-t-on dit. Si je suis parti en Espagne à la demande de notre roi, c'est pour y conduire les grandes compagnies, ces bandes de soldats sans solde qui pillaient et ravageaient nos campagnes. Suivant cela, votre triste exemple, mais me voilà de retour, et je saurais bien vous déloger de nos terres, Messire Prince Noir. Fis donc, Seigneur le connétable, vous voilà bien présomptueux. Faut-il que je rappelle que vous n'étiez pas 3 fois mon prisonnier et que le roi de France a dû payer un rançon d'environ 90 millions florins d'or, soit 3 millions de vos euros. Je me demande d'ailleurs si c'est bien fait de vous libérer quand je veux vous voir si ennuyeux. Mais vous continuez le combat sans moi. À mon tour pour partir en Espagne. Même si quelque chose me dit, je reviendrai bien malade. Mais vous pouvez toujours nous chasser d'ici, hein? Long live the king! Vive le roi! Partez donc, beau seigneur, je vais en profiter pour venir me frotter à ceux qui vous remplacent, vos amis, le connétable de Douvres et le tout nouveau sénéchal du Poitou. Ça va chauffer pour eux, je vous le promets. Et ne comptez pas sur la rançon du roi Jean. Si vous en touchez le tiers, ce sera bien le diable. Mais demain est un autre jour. Froid de vive c'est que l'on t'apporte à boire et à manger et que l'on ripaille à la santé des rois de France et d'Angleterre. Messieurs, dames, des petites explications. La guerre de 100 ans s'était arrêtée, faute de combattants, pendant la grande peste noire. Il ravageait l'Europe et fait 7 millions de morts en France. Le prince noir débarque à Bordeaux et mène une guerre éclair qui se solde par une cruelle défaite de l'armée françoise. Le prince noir mène cette guerre sous forme de chevauchée que l'on pourrait assimiler à des campagnes de razzia et de terreur. Le prince noir attrapera probablement la dysenterie en Espagne et, très affaibli, devra retourner en Angleterre et ne pourra plus revenir jamais sur le continent. Du Guesclin va entamer une passion de reconquête de territoires perdus. Mais la guerre n'est pas finie et se poursuivra jusqu'au siècle suivant. Les grandes compagnies étaient de petites armées constituées de soldats sans solde. Les finances royales anglaises étant à sec, elles vivaient sur l'habitant et semaient la terreur. Du Guesclin a entraîné une partie de ces grandes compagnies en Espagne, où la guerre de succession était en cours et avait besoin de combattants.
Enfin, le connétable de France était le chef des armées, le deuxième personnage dans l'État après le roi. Bravo. Chers spectateurs, merci de vos applaudissements. Je voulais vous présenter rapidement les acteurs bénévoles qui se cachent derrière les personnages que vous avez rencontrés au cours de notre périple dans les rues de la vieille ville de Preuilly. Et je vais le faire par ordre d'entrée en scène. Et bien sûr, c'était à l'église, le Suisse, Olivier Rouchet, et le père abbé, dans sa première version, Michel Deberge. Vous avez ensuite rejoint le dortoir des moines et vous avez rencontré le père abbé dans sa deuxième version, Gérald Dousseau. Le père abbé a été rejoindre au moulin Dame Griselda, la meunière, Dominique Robin. Ensuite, vos groupes se sont séparés. Un groupe a été rejoindre rue du Pavillon, la célèbre tenancière de l'auberge de l'Écu, la mère Fougère, Gillette Galland. Pendant que l'autre groupe allait voir dans une maison voisine, la maison de Jean Dufy, allait voir Jean Grélot, que j'ai joué en l'absence de Régis Bonin, malheureusement empêché, et qui tenait ce rôle. J'étais accompagné de Robert Davot, le garagiste, et de Gilberte Blazic, la spectatrice, qui nous a parlé du russe. Et bien sûr, vous avez ensuite vu Gilberte Gilou nous parler du peintre Jean Dufy. Elle est quelque part. Ensuite, tout le monde s'est regroupé au carroir de Lormeaux pour écouter les deux commères nous parler de l'actualité de 1760 qui, par certains côtés, ressemblait beaucoup à notre actualité de 2019. Alors, il y avait la mère Michel, Janice Gâteau, et la traînette, Evelyne Galland. Nous avons terminé au château, à la poterne du château, avec une joute oratoire entre le redoutable prince noir, dont vous avez remarqué qu'il a une petite difficulté avec les millions en français. Il fallait inverser, hein, bien sûr, il fallait inverser. C'était des milliers de florins d'or qui faisaient des millions d'euros. Mais c'est un anglais. Voilà. Donc, Roger Prieur en français. Et en face de lui, le connétable Bertrand du Guesclin, joué par Guy Buret, qui nous a fait également bénéficier de ses talents à la trompe de chasse. Notre groupe était accompagné tout le long, vous l'avez vu, et vous avez surtout entendu, par des talentueux trouvères du Val-de-Claise. Je vais les citer parce que c'est important. Ils sont quelque part. Ils sont ici. Voilà. Alors, Christian Caillet, ils sont dans l'ordre alphabétique, je vais les prendre, ou presque. Christian Caillet, Catherine Kaufmann, Jacques Kaufmann, Jean-Claude Kaufmann, Marie-Catherine Métayer, Corinne Motet, Sylvain Gau, Mathieu Reverso, pardon, Annelise Solo, Gérard Bess et Émile Ducat. Bravo à eux. Et bien sûr, vous l'avez vu,
nous avons circulé dans les rues en toute sécurité parce que nous avions une brigade de gendarmerie en tenue presque réglementaire 1885, emmenée par le brigadier, où sont-ils là, Daniel Fouché, avait assisté le Sergelier, Max Bro et Édouard Queneau. La réalisation et la mise en scène, c'est le travail d'une petite équipe qui réunissait Yolande et Michel de Berne, Gérard Rousseau, Dominique Robin, monsieur, il n'était pas le mari de la meunière, et moi-même, voilà. Je voudrais remercier les propriétaires qui nous ont ouvert leurs portes et qui ont souvent donné beaucoup de leur temps pour que la réalisation se fasse dans de bonnes conditions. Les propriétaires et les voisins des propriétaires, dans certains cas. Et puis, je voulais remercier les organismes qui nous ont apporté des aides financières et d'abord le Fonds pour le développement de la vie associative, parce que c'est une aide tout à fait appréciable. Je remercie aussi tous les bénévoles. Vous regardez dans le programme, tous les bénévoles que je ne citerai pas là, ils sont nombreux, qui font que ce spectacle peut avoir lieu. Tout ce travail dans les coulisses est extrêmement important. Merci à eux. Je voudrais quand même aussi remercier les spectateurs, parce qu'un spectacle sans spectateurs, ça n'existe pas. Alors, merci à vous d'être venus. Et on compte sur vous à la prochaine fois. Et je vais maintenant céder la parole à Bernard Delamotte. Il arrive, voilà. Qui est le président de la Société archéologique de Preuilly. Bien, vous m'entendez là, parce que la dernière fois on ne m'a pas entendu du tout. Vous m'entendez là? Bon. Bien, tous ces spectacles sont quand même aussi organisés par la Société archéologique de Preuilly. Comme vous avez pu, pour certains, déjà assister au spectacle précédent de Promenade dans Preuilly, au spectacle sur la danse macabre, et vous allez bientôt assister, j'en suis sûr, aussi nombreux, au concert habituel que nous donnons à l'Abbatiale de Preuilly, cette année avec les 4 saisons de Vivaldi et les 4 saisons du Piazzolla. Donc 2 auteurs qui sont séparés par quelques siècles et qui chacun a interprété ces saisons, et vous verrez de manière remarquable. Elles seront exécutées sous la direction d'un chef par 8 musiciens, dont d'excellents solistes que vous saurez reconnaître. Je voulais, moi aussi, bien sûr, vous remercier à chaque fois de nous encourager dans ces manifestations. Chaque fois, nous sommes étonnés de votre... Nous sommes étonnés par le nombre, mais bien et heureusement surpris. Je voulais aussi souligner le dévouement et le talent de nos acteurs bénévoles. J'ai une petite pensée particulière pour la mère Fougère, qui, à chaque fois, nous enchante par son accent. D'ailleurs, c'est les deux commères aussi, qui montrent que la Touraine, c'est aussi un accent de Touraine, et que celui-là est encore bien vivant. J'ai aussi une pensée pour Roger Lezeau, qui a fondé en 1966 notre association, et qui est sûrement aux anges, là où il est actuellement, et qui doit être très heureux. Donc, je vous rappelle qu'il y a encore donc, ce concert, j'espère que vous y viendrez nombreux. Il y a aussi un musée qui est ouvert, et qui est derrière moi, qui est ouvert jusqu'au 18 août,
où deux jeunes sont là du jeudi au dimanche, les après-midi. Venez, vous serez très surpris par la qualité des collections qui sont exposées. Voilà. Et enfin, pour les journées du patrimoine, on refera des promenades, mais qui seront diurnes, mais peut-être plus complètes, puisqu'on aura la possibilité d'aller dans tout produit. Voilà, bien, merci encore, et à très bientôt. Maintenant, je vous invite à boire un verre comme on vous l'a dit.